Très clairement, la période qu'on vit, ça correspond à une fin de cycle. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que tous les peuples premiers le disent, toutes les chamans le disent dans toutes les traditions. On arrive à la fin d'un cycle, à la fin d'un modèle. Il y a plusieurs indices à ça. C'est quand l'effondrement est simultané de différents systèmes. Là, c'est le cas, système monétaire, système de santé, système d'éducation, système culturel, système scientifique, le système médical, tous ces systèmes sont très très fragilisés parce que parce qu'ils arrivent au bout d'un terme et surtout parce qu'ils se sont peu rencontrés. Et ça c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a pendant longtemps pris des décisions économiques sans intégrer la dimension écologique, ou on a pris des décisions écologiques sans intégrer la dimension spirituelle ou humaine ou sociale ou sociologique. Et ça marque vraiment la fin d'un système. Donc on est à la fin d'une ère. Comme toutes les fins, c'est ni positif ni négatif, mais c'est important de le considérer, de ne pas chercher absolument à se raccrocher à des vieilles valeurs, à des vieux systèmes qui sont surannés, qui n'ont plus lieu d'être, et se préparer vraiment à créer quelque chose de nouveau. C'est clair. Je crois qu'on passe notre vie soit à réparer, soit à honorer quelque chose que l'enfant sait et que l'enfant a besoin de mettre en place. Et quand je regarde aussi loin que je revienne dans le passé, mes deux parents étaient on ne peut plus différents l'un de l'autre, ma mère étant très médium, très spirituelle, très connectée au monde invisible, très en lien avec cette dimension invisible, là où mon père était très pragmatique, très analytique, très cartésien. Et quand je les regardais vivre, je me disais comment deux êtres peuvent être aussi différents et vivre ensemble et se choisir en vivant quand même 75 ans de mariage ensemble. Et derrière ça, il y avait une autre question, c'est comment on peut vivre nous avec deux aspirations si différentes. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime depuis que je suis gamin. Comment on peut honorer une partie de nous à laquelle aspire l'enfant, qui est comment se relier à quelque chose de plus grand, comment se connecter avec l'âme, ça c'est des questions qui depuis enfant m'ont toujours animé, beaucoup plus que la réalité matérielle, comment avoir un métier, gagner de l'argent, etc. Ça m'a jamais préoccupé autant. Et d'ailleurs, j'ai toujours trouvé de quoi vivre. Enfin, ça m'a jamais posé une question. Je me suis jamais dit quelle carrière il faut que j'ai, quelle réussite. C'est pas des thèmes. Par contre, le thème de quel est notre rôle sur la planète, quel est le sens de la vie, ça c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Et au début, ça m'animait sans avoir ni réponse, ni les moyens d'explorer. Mais l'enfant que j'ai été est totalement vivant encore dans l'adulte que je suis, si ce n'est que l'adulte aujourd'hui a plus de moyens que l'enfant qui avait énormément de questions et qui n'avait pas les interlocuteurs pour répondre à ces questions ou pour l'aider à se questionner davantage, parce que la question n'est pas que d'avoir des réponses, mais de continuer à se questionner sur notre nature. Vraiment, quand je regarde l'enfance, c'est vraiment comment j'ai toujours eu l'impression d'honorer mon âme et que mon âme avait quelque chose, comme pour chaque enfant, mais moi c'était quelque chose de non négociable. Là où j'ai pu voir, certains de mes très proches pouvoir faire des arrangements avec le non négociable en se disant c'est comme ça, mais dans la vie on choisit pas. C'est ça, mais dans la vraie vie il faut faire ça. Et moi j'ai jamais fonctionné comme ça. J'ai toujours la vie pour moi est trop précieuse. Il y a une espèce de souveraineté de l'âme qui prendra toujours le dessus pour se rappeler que notre vie est précieuse, que l'incarnation sur la terre est très précieuse, et quand on touche à ça, quand on prend conscience de ça, et ça a une dimension spirituelle, c'est vraiment capter l'essence du divin dans notre quotidien, ça m'a donné envie de l'honorer en permanence. Donc j'ai souvent pris les chemins de traverse assez tôt, puisque moi j'ai quitté l'école à 16 ans, ou c'est l'école qui m'a quitté, puisque c'est plutôt l'école qui m'a viré, et très vite je me suis dit ok, je vais construire autre chose. J'ai commencé le théâtre en contre-nature, parce que j'étais très timide, etc. Donc j'ai découvert
découvert le théâtre qui m'a aidé à gagner confiance, à m'exprimer, etc. Dans le théâtre, je trouvais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, j'ai créé ma compagnie, et puis après, j'ai assez vite vu que c'était pas la carrière d'un acteur qui joue des pièces qui m'intéressait, mais que je voulais utiliser les outils du théâtre, et notamment l'outil de l'incorporation, puisque l'acteur, il incorpore un personnage, et c'est ce qui fait que plus tard, quand j'ai découvert le chamanisme avec les chamans qui incorporent leurs ancêtres, je me suis dit, ok, en fait, tout était très cohérent, et c'est ça qui m'a amené à. Et c'est là que quand je disais, si on honore vraiment notre âme en se disant, notre âme, elle sait ce pourquoi elle est faite, on va avoir des indices, des endroits à aller, des zones à explorer qui correspondent exactement à ce que notre âme a besoin d'incarner. Et moi, c'est clair que cette dimension de l'incorporation, par exemple, de jouer des personnages au théâtre ou d'incorporer les ancêtres, c'est la même chose. Et d'ailleurs, il a fallu que j'attende tard pour apprendre qu'en Mongolie, et plutôt chez les Tsatanes, une région de Mongolie, le mot acteur et le mot chaman, c'est le même. Très tôt, ce lien avec l'invisible, moi quand j'avais 14 ans, je faisais tourner les tables, ce qui m'intéressait c'est d'aller voir les maisons hantées, je me sentais très à l'aise dans les cimetières, et il y avait une espèce de fascination dès que je rencontrais, ou dès que j'entendais parler, parce qu'à l'époque je ne les rencontrais pas, mais dès que j'entendais parler de lama tibétain ou d'amérindien, il y a quelque chose qui, waouh, il y avait vraiment un appel. Et comme là aussi j'avais la sensation, en fait, je me plaisais pas trop dans ce monde-là, que je trouvais très matérialiste, très à court terme, et donc mon âme rêvait à quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est ce qui fait que quand j'ai eu un changement de vie à l'âge de 24 ans, que j'ai eu un accident de voiture, que je suis tombé malade, que j'ai été amené à chercher un peu plus, je me suis dit, je trouverai pas les réponses dans ce que proposent les matières scolaires ou éducatives occidentale ou française. J'avais pas de réponse à ça. L'histoire m'intéressait pas plus que ça. Et donc, quand un ami m'a dit, bah tiens, il y a un maître tibétain qui vient en France, viens le voir, j'avais aucune aspiration, j'avais aucune connaissance particulière, mais quand je l'ai rencontré, il y a eu une espèce de fascination, d'appel d'âme, qui fait que même sans comprendre le sens des enseignements, il parlait du bouddhisme tibétain, du Madhyamika, du Vajrayana, c'était des enseignements très complexes que je ne comprenais pas intellectuellement, mais mon âme se disait, c'est là. T'es à ta place, t'as trouvé. Et c'est ce qui m'a donné envie d'y retourner le lendemain et le surlendemain, puis de prendre un billet pour partir en Inde, puis partir au Tibet, pour aller les rencontrer, parce que c'était quelque part pas rationnel. Je me souviens quand je suis parti au Tibet, en Inde la première fois, j'ai vendu un blouson de cuir et j'ai vendu une guitare pour me payer le billet, parce que c'était indispensable pour moi de partir là-bas. Donc il y a une espèce d'appel, qui est un appel d'âme. Pour moi, ça a été ça. Pour d'autres, ça va être la cuisine ou les mathématiques. Ils ont besoin de... Et je crois que notre âme a toujours cet appel qu'on a besoin d'écouter. Moi, je l'ai écouté très tôt et je continue à l'écouter. Et c'est ce qui m'amène à explorer les chemins de traverse. Avant tout, ce que j'ai appris, c'est pas des connaissances intellectuelles. Bien sûr, j'ai appris énormément de choses avec eux. Mais ce que j'ai ressenti, c'est une infinie gratitude et une posture surtout. Bien sûr, il y a des enseignements sur la méditation, sur la mort, sur les énergies, sur les chakras. J'ai appris énormément de choses avec les maîtres, mais c'est pas ça qui me nourrit le plus. Ce que j'ai vraiment appris, c'est une posture. Comment est-ce qu'on peut être aujourd'hui aligné? Comment est-ce qu'on peut être cohérent entre nos valeurs et nos actes? Comment est-ce qu'on peut garder espoir dans un moment où tout s'effondre? Comment est-ce qu'on peut incarner la posture juste? Ça, j'ai reçu des sources d'inspiration que je n'avais pas trouvé avant, ni dans le modèle des hommes politiques, ni de mes enseignants scolaires, ni même des artistes, ni... Voilà, donc j'avais pas de... Je crois qu'on a besoin tous d'avoir des modèles, pas pour copier, mais pour s'inspirer. Moi, j'ai pratiqué beaucoup les arts martiaux, j'ai observé comment les maîtres se comportent sur le tatami, quel respect ils ont. Et c'est parce que je les ai vus faire et s'incliner avec toute une hiérarchie, tout un cérémonial, que j'ai appris à trouver ma place juste sur un tatami. Ça a été la même chose dans un monastère tibétain. La première fois que j'ai vu les moines au Tibet ou en Inde, dans le monastère, voir
quel rapport ils avaient avec le sacré, ça m'a inspiré. Et on a besoin aujourd'hui de ces modèles, pas pour les copier, pas pour imiter, mais pour se laisser toucher dans notre cœur. Et donc, ce que j'ai appris, c'est de suivre des êtres qui avaient une forme de cohérence, une forme de courage, une forme d'alignement, qui fait que entre leurs valeurs les plus profondes et les actes qu'ils posaient, il y avait une grande cohérence. Et ça m'a toujours inspiré. Les chamans appellent souvent les Occidentaux les petits-enfants fous de la Terre, en disant, alors c'est affectueux, mais en même temps avec une réalité, en disant, vous êtes étonnant, vous êtes capable en quelques années ou en quelques décennies de détruire les ressources de la planète, vous êtes capable de mesurer à coup de GIEC ou à coup de quelle vitesse vous détruisez, et quand vous avez terminé vos calculs, vous accélérez. Donc il dit, c'est quoi la logique? Et aujourd'hui, même le moins intéressé par l'écologie est obligé d'ouvrir les yeux sur le fait que les trois ressources vitales de l'humanité, que sont la qualité de l'air, la qualité de l'eau et la qualité de la terre, sont affectées à un point qui remet en question notre survie sur la terre. Je ne dis même pas notre vie, notre survie sur la terre. On sait aujourd'hui que les océans sont tellement acides, que tellement pollués, que les poissons ont tellement de difficultés, etc. On sait que les terres, on a éliminé à peu près 90% des vers de terre en 40 ans, on a éliminé à peu près la moitié des insectes. Donc on sait que notre survie est en danger. Et malgré ça, on change finalement pas grand-chose parce qu'on a une relation, nous, et c'est là que le lien avec la sagesse, on a une relation, nous, dans le court terme, à se disant, oui, mais d'accord, mais moi, dans cette vie-là, et on perd de plus en plus, et ça, c'est vraiment l'héritage culturel de notre société moderne, c'est comme on a voulu le confort à tout prix, mais le confort individuel à tout prix, qui fait qu'aujourd'hui, on va prendre, et voilà, j'ai une voiture et j'ai un téléphone portable comme l'essentiel, mais on va spontanément se dire qu'est-ce qui est bon pour moi, là où je pense à certains villages, par exemple en Amazonie, où avant qu'il y ait une naissance, ils vont se retrouver entre eux pour se dire est-ce qu'on a les ressources pour nourrir une personne de plus? Dans des petits villages où il y a très très peu, voilà, est-ce qu'on a assez? Et donc il va y avoir une prise de conscience du collectif que nous on a perdu parce qu'on a tellement eu cette notion de la propriété privée, de la notion de propriété privée. Je reviens de Mongolie, la notion de propriété privée dans les steppes, ça n'existe pas. C'est-à-dire que les nomades élèvent les chevaux, élèvent des moutons qui sont en liberté, ils savent très bien où sont leurs troupeaux, mais c'est pas, la terre ne peut pas appartenir à quelqu'un. Voilà, donc chez nous, c'est naturel que tout nous appartienne. On a eu une recherche obsessionnelle de notre confort, en passant par ce qu'on appelle le confort. Il faut que ça aille plus vite, il faut que ça soit plus grand, et il faut que ça coûte moins cher. Donc on a déjà une équation qui tient pas la route, puisque ça demanderait d'avoir des ressources inépuisables. Or, nos ressources ne sont pas inépuisables. Donc on ne peut pas continuer à croître avec une croyance que les ressources sont inépuisables alors que les ressources sont limitées. Et là, on arrive au bout de nos ressources. Donc c'est pour ça que les chamans, les peuples premiers, nous amènent toujours à nous dire quelles sont vos ressources. On a besoin aujourd'hui, on peut bien sûr couper des arbres pour faire des maisons, on peut bien sûr prendre des poissons pour manger, mais on a besoin d'être conscient de nos ressources. Et là, en œuvrant comme on le fait, c'est certain que c'est une extinction de l'espèce humaine dans les 20 ans qui viennent. C'est tellement évident que ça nous demande... Alors voilà, on a juste besoin d'ouvrir les yeux sur ce qui est. Hein. Et ça n'a rien de pessimiste, parce que je crois qu'il y a toujours la résilience à ça et les capacités de changer. C'est avant tout, ce n'est qu'une question de représentation. Tant qu'on considère la nature comme une matière première, on est très loin de notre sagesse naturelle. Et l'émancipation qui est indispensable de l'être humain passera par une resensibilisation. On a besoin de retrouver une sensibilité. Aujourd'hui, on parle des hypersensibles. Ah oui, les hypersensibles, il y a du mal. Ça n'existe pas, les hypersensibles. Il y a juste des gens qui assument leur sensibilité
sensibilité, et d'autres qui sont hyposensibles, parce que d'un seul coup ne sentent pas la souffrance d'un végétal ou d'un animal, alors que scientifiquement on sait que par exemple n'importe quel animal est exposé à la souffrance, va ressentir de la peur, de la colère, de la tristesse. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un concept, c'est une réalité biologique, énergétique, on peut le prouver, on sait que tous les animaux font cette expérience-là. Donc dès lors qu'on est naturellement sensible, on va réaliser que les animaux sont emprunts à ça. Donc on va changer notre relation aux animaux. Les végétaux, c'est pareil. On sait que les végétaux ont cette sensibilité, cette mémoire, etc. Donc et puis au-delà de ça, quand on devient sensible, on s'émerveille de la nature. Et on se dit, waouh, le chemin que va traverser un gland dans sa vie pour devenir un chêne, ça demande tellement, on peut tellement avoir cet émerveillement. Et quand on a perdu cet émerveillement du papillon qui devient, de la chenille qui devient papillon, du gland qui devient chêne, quand on a perdu cet émerveillement devant la nature, c'est que notre civilisation est condamnée à disparaître dans les 10 ans qui viennent. Ça, c'est une certitude, parce qu'on a perdu notre humanité, notre nature première. Pour moi, les carapaces sont plus faciles à faire sauter chez l'individu que dans le système. Dès lors que l'individu, quand j'emmène des groupes en retraite, en forêt, ou dans le désert marocain, ou dans la nature, au bout de 2 jours, au bout de 3 jours, n'importe qui retrouve sa sensibilité. Et ce qui va avec, c'est-à-dire le respect du vivant, c'est-à-dire l'intuition, c'est-à-dire l'intelligence des 3 corps, le corps physique, le corps du cœur et le corps intellectuel. Donc chacun retrouve sa véritable nature. Même avec des gens qui sont des industriels, des gens très pragmatiques, des politiques, même des gens qui sont coupés du vivant, en fait, parce que c'est de ça dont il est question. Donc ça, je le retrouve facilement. En revanche, où c'est plus difficile, c'est quand on retrouve le système, qui est un système qui, lui, est moribond et qui, lui, enferme. Je prends un exemple très concret. Dès qu'on part dans la nature, il y a une ouverture, les gens deviennent waouh, waouh. Et dès qu'ils reviennent en ville, ils se disent ça y est, on a perdu ce rapport au vivant. Naturellement, parce que bien évidemment, dans une ville, c'est plus bétonné, c'est plus quadrillé, c'est plus etc. Donc ça va se perdre. On va retrouver ça dans un système d'entreprise. On peut faire tout un travail sur la relation humaine, sur la nécessité d'être gagnant-gagnant, etc. Et quand on se retrouve dans une entreprise qui va être en quête de performance ou en quête de dépasser le voisin ou en quête, tout le monde se fait avoir et repart dans une espèce de flot. Donc individuellement, j'ai pas d'inquiétude par rapport aux humains. Tous les humains sont capables de retrouver, même ceux qui sont le plus coupés du vivant. Vraiment. Même si des fois il y a besoin d'un accident ou d'un choc pour avoir une prise de conscience. Mais c'est vraiment les systèmes qui, eux, sont moribonds. Je prends l'exemple, par exemple, dans l'industrie aujourd'hui, les entreprises sont tellement... Quand on a une entreprise avec 80 000 ou 100 000 salariés, c'est sûr qu'on ne sait plus très bien où est la tête, où sont les bras, où sont les jambes. Parce qu'on ne sait plus. Moi, je suis intervenu parce que j'accompagne des dirigeants, j'accompagne des managers. Et je vois combien, par exemple, des hommes et des femmes sur le terrain sont incapables de savoir qui est leur DRH. Parce qu'ils vont recevoir ça d'une boîte mail qui est à Hong Kong ou qui est, etc. Donc, ils n'ont pas cette relation humaine. Voilà. Et c'est quand le système... Le système de l'alimentation, par exemple, aujourd'hui, ça peut devenir difficile de manger sainement. Il faut en avoir envie. Alors, plus on est nombreux à en avoir envie de manger sainement, plus on va trouver des magasins bio ici et là, des rayons bio dans les supermarchés. Ça se fait. Les changements ne viendront pas des gouvernements, ça on le sait par cœur. C'est nous qui allons bouger les choses. Donc, on a individuellement la capacité de changer, mais oui, on a vraiment... On prenait un exemple, on va mettre le label bio. Il faut arrêter avec ce label bio qu'on trouve sur les magasins. C'est une stupidité. C'est comme si on mettait sur un être humain vivant. La nature est vivante et en revanche, on devrait étiqueter à l'envers en mettant ça, c'est pas vivant. Ça, il y a tant de colorants. Ça, attention, c'est pas naturel ou c'est dangereux pour la santé. Si on étiquetait les choses à l'endroit, alors que là on a mis le bio en disant « Ah, c'est un truc à part », c'est pas un truc à part. Le bio, ça existe chez nous depuis 40 ou 50 ans, mais c'est pas vrai, ça existe depuis la nuit des temps et il y a eu
30 ans ou 40 ans, en gros, depuis les années 50 jusqu'aux années 80 à peu près, où on a fait un truc avec ça et on a inventé, on a tellement pollué nos assiettes qu'on a créé le bio. Mais le bio existe depuis la nuit des temps. Ça, c'est pas un label qui devrait exister. C'est quelque chose on devrait mettre un label mort. Voilà, par exemple, cette nourriture est morte. Elle n'est plus vivante. Et là, peut-être ça changerait un peu les les mentalités. Non seulement il y a beaucoup de traditions dans lesquelles le mot nature ou environnement n'existe pas, mais il y a aussi d'autres traditions où le terme je ou toi, ça n'existe pas non plus. Il la catch, comme disent les Mayas, ce qui veut dire je suis toi et tu es moi, et donc plutôt que de dire j'ai mal ou tu as mal, on va dire douleur. Voilà, parce que si toi tu as de la douleur, moi j'ai de la douleur aussi. Je peux pas dire toi tu as de la douleur, ben oui, mais c'est toi qui as de la douleur, c'est pas moi. Si tu as de la douleur, j'ai de la douleur. Et de la même façon, je peux pas dire l'arbre est en train de mourir et ça va très bien pour moi. Donc l'arbre est en train de mourir, il y a une partie de moi qui meurt. Si l'océan est aujourd'hui pollué par des acides, etc. Je ne peux pas dire c'est l'océan, c'est l'environnement qui ne va pas bien, puisque moi je suis composé à 75% d'eau. Donc c'est de l'eau des océans, c'est de l'eau des pluies, des rivières, des lacs. Donc, je ne peux pas, la notion même d'environnement, quand on est dans ça, ça montre qu'on n'a pas assez médité sur le sujet. Nous sommes l'environnement, nous sommes composés, l'environnement est composé de 5 éléments, la terre, le feu, l'air, l'eau et l'espace. Et nous sommes composés, nous, de 5 éléments. La terre, c'est les os, les ligaments, les muscles. Le feu, c'est notre température. Quand on est en dessous de 35, voilà, on n'est pas bien. L'eau, on est composé à 80% d'eau. L'air qu'on inspire, qu'on expire, et l'espace entre nos organes. Donc on est, nous, composés des 5 éléments, comme la nature est composée des 5 éléments. Et s'il y a une ville dans laquelle il manque un élément, par exemple l'espace, c'est le cas dans beaucoup de villes, on n'a pas l'espace, donc on étouffe, ça nous fait exactement la même chose, nous aussi on va étouffer. Et si on a une pollution dans les nuages, on va nous avoir des problèmes aux poumons. Donc on est composé des 5 éléments, nous sommes la nature, nous sommes la nature. Et toutes les traditions le disent depuis le néolithique, depuis le paléolithique, ça existe comme ça, et nous on s'est séparés de plus en plus, et ça devient aujourd'hui en accéléré, puisqu'aujourd'hui, on est à la période de l'intelligence artificielle que personne ne maîtrise, on ne sait absolument pas où on va avec ça, et pour moi, ça va aller tellement vite, c'est un petit peu comme si on disait aujourd'hui, allez voir un ado en disant, tiens, passe 2 jours sur ton téléphone pour te repérer, voilà une carte de France, pour trouver le téléphone de tes copains, voilà un répertoire en papier, et on va voir comment il va réagir par rapport à ça. Parce qu'on a été tellement rapidement conditionné à avoir un prolongement avec un téléphone sur nous, que dans 10 ans, ça va être, enfin dans 10 ans ou dans 5 ans ou dans 3 ans, l'intelligence artificielle, quand les gens auront commencé à goûter à ça, c'est sûr que le changement, il va être difficile à faire. Quand on dira, non, ta rédaction, il faudra que tu prennes un papier et un crayon et que tu trouves par toi-même. Et dire, mais pourquoi? Alors que celui-là, il me le fait très bien. Et qu'est-ce qu'on répond à ça si on n'a pas cette conscience? On vit déjà cette période de cohabitation, puisque on vit effectivement avec avec deux extrêmes. On vit avec certains qui sont déjà très en avance sur l'intelligence artificielle ou sur les dernières technologies, et d'autres qui au contraire font tout pour vivre la sobriété heureuse, revenir au sens de la vie, retrouver un habitat responsable, un déplacement responsable, une éco-citoyenneté, de retrouver une sobriété heureuse. Voilà. Et donc ces deux populations vont vivre ensemble. Et voilà, si on regarde par exemple dans la conquête spatiale, oui, on est de plus en plus à vouloir, c'est pas ce qui me passionne le plus, de savoir comment on peut aller vivre sur telle ou telle planète, alors que déjà on n'arrive pas ou on n'arrive plus à vivre sur Terre. Pas pour une question de ressources. On n'a pas de problème de ressources sur la Terre. On a un problème de partage et on a un problème de réflexion spirituelle et philosophique. Si je prends un seul thème parmi d'autres, qui est le thème de l'eau,
qui va être le thème des 10 prochaines années. On a regardé pendant longtemps l'Afrique en se disant, bah oui, ils se tapent dessus les uns les autres parce qu'ils n'ont plus d'eau. Mais ça, c'est ce qui est en train de nous arriver. Il y a déjà 360 communes en France qui, l'été dernier, ont été ravitaillées par des camions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'eau. Donc, c'était 360 l'année dernière. En Bourgogne, par exemple, on est déjà au mois de mars en alerte rouge parce que plus possible d'eau. Donc, on va être confronté à la question de l'eau. Si je mets en lien avec l'actualité, puisqu'on a parlé des méga-bassines, qu'est-ce qui fait que les méga-bassines, c'est quoi la question? La question, c'est si on a peu d'eau, à quelle utilité on va orienter l'eau qui nous reste, ou l'eau que nous avons. Est-ce que c'est vraiment le plus écologique d'utiliser cette eau-là pour aller nourrir, pour aller faire pousser du maïs, qui est le plus énergétivore en eau, pour aller nourrir des bovins qui vont partir à l'autre bout du monde? Est-ce que c'est vraiment cette économie-là, cette écologie-là qu'on veut? Donc on a besoin de se poser. Mais de l'eau, bien sûr, il y a une baisse en eau. Mais peut-être que si on changeait, quand je vois en pleine canicule combien ça tourne les rendements de jet dans les champs pour continuer à arroser du maïs, on sait qu'il y a des alternatives naturelles au maïs. On sait qu'en changeant notre alimentation pour devenir, pas complètement, mais ne serait-ce qu'un peu plus végétarien, on réussit en réduisant de 10% chacun notre consommation en viande, on réussit déjà à réguler notre consommation en eau. Donc on a besoin de se poser vraiment la question en disant, c'est la question de la survie de l'humanité dont il est question. Donc plutôt que d'investir pour aller envoyer des fusées ou des vaisseaux sur d'autres planètes, commençons vraiment par se dire comment est-ce qu'on peut vivre ensemble. C'est que du bon sens, hein, c'est vraiment que du bon sens. La notion du collectif, elle a énormément changé. Plus on a découvert nos limites, voilà, il y a 5 siècles, d'un seul coup, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres vies de l'autre côté des océans. Mais avant, c'était pas, on n'imaginait pas, on pouvait pas le concevoir, ça. C'est-à-dire qu'on se disait, bah non, la vie, elle est en Europe, non, d'autres territoires de l'autre côté des océans, c'est impossible. Et ceux qui disaient c'est possible, ils finissaient sur le bûcher. Et il a fallu qu'il y ait des êtres intuitifs, des Vasco de Gama, des Magellan, des Christophe Colomb, qui traversent les océans pour se dire, bah oui, il y a d'autres vies. Et donc, on a intégré une autre notion, notre conscience du collectif s'est élargie. Et c'est ce qui fait que de tribus, on est passé à contrées, on est passé à pays, on est passé à continents, et aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus qu'une même montre, le cadran va être fait en Hollande, le mécanisme va être fait en République de Chine, etc. Donc tout est interconnecté. Donc aujourd'hui, on est dans une mondialisation qui devient folle, qui va nous amener d'ici peu obligatoirement à un gouvernement mondial, à une monnaie unique, à une langue qui va être de plus en plus une langue universelle, qui sera probablement l'anglais. Mais on voit combien et donc dans des entreprises de plus en plus grandes, donc tout est plus grand. Et donc ce qu'on perd, c'est la proximité. Je prends un exemple très concret, on est de plus en plus à parler l'anglais, mais par contre de moins en moins à parler l'auvergnat, le breton, le corse, c'est des langages qui se perdent. Donc c'est des cultures qui étaient à taille humaine quand même, et c'est la même chose pour les entreprises, même si 95% des entreprises en France sont des entreprises de moins de 50 salariés, on a besoin de retrouver des entreprises à taille humaine, des familles à taille humaine, des échanges à taille humaine, parce que c'est là qu'on peut échanger. On ne peut pas se reconnaître dans une communauté Bien sûr, on est tous humains, on est dans une communauté de 7 milliards de personnes, mais profondément, on a besoin aussi de nos différences, on a besoin de rendre hommage à notre culture. Moi qui voyage énormément, qui rencontre énormément de populations, je vois comment dans nos culture moderne, on perd nos traditions. Quand je vais en Mongolie et qu'ils me chantent par exemple le chant de la pluie, puis le chant du couple, et le chant de la femme, et le chant de l'homme, et le chant de l'amour, et qui me disent « Allez, à vous maintenant, chante-nous des chansons de vos traditions ». Et je me dis, mais on a perdu, on n'a plus de chants français, je ne parle pas de variété, de chants français qui parlent. Donc on perd quelque part notre... et pour moi, alors quand on dit ça, se dire, mais alors quoi, il est nationaliste, il est... Pas du tout, je suis pour la rencontre
des différences, mais pour honorer chaque différence. C'est comme ça qu'on grandit. Dès lors qu'on uniformise quelque chose, on perd les deux. Hein, voilà. Et là, on est dans cette période-là. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus, oui, de cercles d'hommes, de cercles de femmes, d'initiatives. Et vous en êtes ici en Vendée aussi. Voilà, vous avez beaucoup d'initiatives par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se regroupent. Et là, je crois énormément à ça, c'est-à-dire, c'est les réseaux qui vont pas chercher systématiquement à se dire « Attends, vous êtes en Vendée, on est en Bretagne, ils sont en Normandie, mettons-nous ensemble ». Non, ne nous mettons pas ensemble. Continuez à faire ce que vous faites en Vendée, et si vous êtes 20 ou 30 ou 50 associations, vous serez 50 associations différentes. Pourquoi refaire l'erreur de se dire « Il faut en faire qu'une seule, comme ça on sera plus nombreux ». Non, on sera tellement plus fort parce que tout dans la nature fonctionne de cette façon-là, de façon organique. C'est pas parce que tous les arbres sont différents, on va pas se dire on va faire qu'une seule sorte d'arbre, ça n'existe pas. Donc notre richesse, elle est dans cette différence, et je crois que le grand changement qui nous attend demain, elle va naître de la multiplication de toutes les initiatives. Aujourd'hui, il y a des associations, des groupes, certains vont s'intéresser à la médecine, d'autres façons de se soigner, d'autres vont s'intéresser je sais pas, à l'écologie, d'autres ne vont s'intéresser que aux alternatives au nucléaire. Et on a comme ça beaucoup d'intelligence, d'autres uniquement à l'éducation, d'autres vont s'intéresser à d'autres formes de culture, et c'est ça qui nous enrichit. Et c'est ça qui, plutôt que de vouloir uniformiser, encourager ces speedboats, plutôt que de vouloir construire un seul et même paquebot. On vit cette période de fin de cycle qui ramène dans une forme d'urgence, et aujourd'hui, quand je donne une conférence, je vais quelque part, il y a 300 personnes, ou 400 personnes, ou 500 personnes, ou même si je fais un film, il peut y avoir 50 000 ou 100 000 personnes. Et aujourd'hui, les chamans que j'ai interviewés dans le film ont très bien compris ça. Chacun, que ce soit les chamans qui viennent d'Amazonie, qui viennent de Mongolie, qui viennent du Japon, de Nouvelle-Zélande, d'Arizona, tous ont cette même nécessité de transmettre leur message. Parce qu'il y a une urgence, les chamans sont connectés, chacun dans sa culture, aux esprits, que ce soit aux esprits du lieu, aux esprits des ancêtres, aux esprits, etc., au grand esprit. Tous, dans toutes les traditions, nous disent la même chose. Il y a une urgence, on a besoin chacun de redevenir des gardiens de la terre, de prendre nos responsabilités, et c'est ce qui fait que tous les médias, en Amazonie, quand les chamans d'Amazonie sont venus en France, en une semaine, ils avaient compris comment fonctionnaient les réseaux sociaux, ils savaient créer des reels, ils savaient créer des choses sur Instagram, etc. Beaucoup mieux que moi ou que d'autres, parce que très très vite, ils ont compris l'intérêt de ça. Ils se sont dit, si jamais on fait une vidéo avec nos costumes en étant là, il y a peut-être 500 000 personnes qui peuvent nous voir. Donc, en 2 jours de temps, ils avaient compris, même à faire des montages sur des logiciels de montage, parce qu'ils ont cette urgence à communiquer, c'est une urgence aujourd'hui. Moi, je viens du théâtre, et il y a 2 thèmes qui sont vraiment importants au théâtre, c'est le rythme et c'est les enchaînements. Une pièce qui réussit, c'est parce qu'il y a un bon rythme et des bons enchaînements. On peut avoir des bons acteurs, on peut avoir un bon texte. S'il n'y a pas un bon rythme, le public va décrocher. Si les enchaînements d'une scène à l'autre ne sont pas soignés, on n'aura jamais une belle pièce. Et quand j'ai commencé ce film, le tournage de ce film, je me suis dit comment est-ce qu'on peut toujours maintenir le rythme, c'est-à-dire que je rentre par exemple au départ, moi je rentre en me disant toujours, je ne sais pas qui est dans la salle, mais il peut y avoir un gamin de 10 ans, il peut y avoir un scientifique qui est hyper pragmatique, il peut y avoir un commercial qui est fatigué à la fin de sa journée, je ne sais pas qui est dans la salle. Donc tous les thèmes que je vais évoquer, qui touchent quand même la vie après la mort, qui touchent la communication avec les esprits, qui touchent les chakras, d'autres médecines alternatives, enfin ça touche des thèmes qui demanderaient a priori beaucoup de réflexion, je fais en sorte de les distiller avec délicatesse et finesse. C'est ce qui fait que je rentre par la petite porte, je me pose les questions qu'on se pose au quotidien, c'est quoi la vie, c'est quoi la mort, est-ce qu'il y a une vie après la mort, c'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit, est-ce qu'on peut communiquer avec les défunts, etc. Je pose des questions et puis je rentre par la petite porte, l'intuition, parce qu'on a tous eu de l'intuition. Donc j'interviewe Marie-Estelle Couval, qui est une enseignante sur l'intuition, qui nous donne quelques bases, qui nous dit bah oui, la conscience peut être modifiée. Ah, je vais interroger Kevin Finel, qui est le fondateur de l'Arche, école d'hypnose, qui nous parle de l'hypnose et qui nous dit comment, dans un état modifié de conscience, on peut
peut-être même dialoguer avec des vies passées ou des défunts. Ah, je vais interroger Olivier Chambon, qui est l'un des spécialistes de tous les cas de NDE, qui nous parle de la communication avec les esprits. Et là, pap, ça y est, on part en Mongolie. Et quand on a vu les chamans qui nous parlent de la communication avec les esprits, que le public se dit, attends, peut-être c'est un peu beaucoup, je reviens aussi avec Ernst Zürcher, qui parle des arbres, avec Frédéric Lenoir, qui nous approche, qui nous offre son regard philosophique, avec Thierry Janssen, qui est ancien chirurgien, qui nous parle des liens entre... Donc, à chaque fois, j'invite en tout cas à ouvrir l'esprit et quand on à rester en même temps très pragmatique. Je ne veux pas qu'on part en se disant « Waouh, je suis parti, mais je ne sais plus où je suis parti ». Et tout ce qui est dit dans le film, les gens peuvent partir en disant « Mais finalement, on le sait ». On le sait tout ça, on ne l'incarne pas, on ne le vit pas, on ne le partage pas, mais on le sait. Et pour moi, c'est la base de la transmission, c'est pas d'apporter quelque chose, une information que l'autre se dit « Ah, c'est nouveau, je connais », c'est se dire « Mais oui, mais en fait, on le sait ». Et c'est ça pour moi le rôle du réalisateur. Tu vois, j'étais dans je ne sais plus où c'était, Montpellier ou Bordeaux, et il y a une femme qui vient me voir, me dit « Ah, Arnaud Rioux, je suis tellement content de vous voir en vrai. Ah, les chroniques du Moulin, Réveiller le chaman. » Elle avait des yeux comme ça, elle me dit « C'est magnifique. » Et puis, il y avait son mari qui était derrière, qui est très pragmatique, qui me dit rien, qui me regarde de haut, etc. Et puis il me serre la main, il m'écrase les phalanges, et il me dit moi je suis pas comme elle, hein, je suis pas perché barré, hein, je suis très très pragmatique. Et je lui dis bah magnifique, et il me dit je suis bien ancré dans la glaise. Bah, je dis super, si vous êtes bien ancré dans la glaise, si vous avez des racines profondes, d'autant mieux, vos branches seront encore plus ouvertes. Et puis on en reste là, regarde le film. À la fin du film, il vient me voir. Son visage n'était plus le même, il était complètement transformé, adouci, et il me dit « Je voulais vous demander quand même, parce que quand ça a commencé à jouer le tambour dans le film, il y a eu là, comment dire, ici, là, quelque chose qui piquait ou tirait, ou vous connaissez ce type de processus ?» Bah, j'ai dit oui, ça s'appelle l'ouverture du cœur, ni plus ni moins. Et en fait, cet homme avait été touché dans son cœur. Et quand on est touché dans le cœur, alors le mental peut percevoir autrement. Mais moi, je déteste, par exemple, les débats. Je suis pour, je suis contre. Ça ne fait que renforcer la dualité, la séparation. Ce film n'est absolument pas il apporte, par exemple, un autre regard sur la santé, mais on ne tape pas sur les doigts d'une autre forme de santé. On montre ce qui existe. Et je fais en sorte de ne créer ni culpabilisation, ni sentiment d'impuissance. Ça, c'est très très important, qu'on ne parte pas en se disant « Waouh, tout ça c'est de notre faute, ce qui se passe en Amazonie », et qu'on ne parte pas en se disant « Qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien ». Ce qui me met en joie, c'est le vivant, simplement. C'est le vivant quand je vais en forêt, quand je vois l'océan, quand je vois c'est le vivant qui me met en joie. Nous sommes des êtres vivants. C'est le Dalai Lama qui dit « Les êtres humains vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir ». Puis meurt comme s'il n'avait jamais vécu. Et je crois que dès lors qu'on réalise qu'on est vivant, on incarne beaucoup plus notre humanité. Ce sera le mot de la fin.